je rappelle le principe de cette série, qui est très simple, la règle du jeu, en quelque sorte. Ça consiste à demander à une personne d'établir la liste des 10 livres qu'elle apporterait sur une île déserte. Cette série nous a conduit à inviter des gens issus de différents domaines, de la création, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma, de la pensée aussi. Aujourd'hui, on va se trouver à la lisière de plusieurs de ces domaines. Et puisque nous recevons Clémentine Mélois, bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne, vous êtes écrivaine aussi. Et précise la 4e de couverture de la version poche de votre livre qui paraît en ce mois de janvier. Vous êtes également membre de l'Oulipo. Donc les règles du jeu, ça vous connaît, puisqu'il y en a un certain nombre qui s'inventent en permanence d'ailleurs dans cette association, cet ouvroir de littérature potentielle. En fait, j'ai eu l'idée et l'envie de vous inviter à participer à ce jeu, précisément quand j'ai reçu l'édition de poche de ce livre, Dehors la tempête, qui est d'ailleurs préfacé par l'un de vos camarades de l'Oulipo, récent récipiendaire du prix Goncourt en 2020 pour l'Anomalie, Hervé Letellier. D'ailleurs, vous collectionnez les préfaciers membres de l'Oulipo, parce que pour votre premier livre, Sans titre, qui avait paru chez Grasset, enfin premier livre édité dans une maison de littérature, on va dire, c'est Jacques Roubaud qui avait écrit la préface. On ne surfuse rien. Oui, je vois. Et donc, en recevant cette édition de poche, je suis tombé sur une phrase que vous avez choisi de placer en exergue de ce livre de Borges, que d'autres se vantent des pages qu'ils ont écrites. Moi, je suis fier de celles que j'ai lues. Et je me suis dit que d'abord, ça donnait à comprendre immédiatement une part de votre travail que je connaissais depuis quelques années maintenant, mais surtout que vous étiez la candidate idéale, au fond, pour ce jeu à bien des égards, un peu comme l'a été récemment Dominique Gonzalez Forster, pour qui les livres, les bibliothèques sont un matériau important du travail de plasticienne. Alors avant d'en venir, vous êtes arrivé les mains vides, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas de pile, mais il y a une liste au moins mentale. Je ne savais pas qu'il fallait préparer. Non. Avant d'en venir au dévoilement progressif de la liste et des raisons qui vous ont conduit à choisir ces 10 livres, Clémentine Mélois, je voulais peut-être qu'on vienne à ce qui fait vraiment le cœur Dehors la tempête, qui est votre rapport à la lecture, et au-delà de la lecture ou avec la lecture, aux objets livres, parce que les deux sont complètement et indissociablement liés pour vous. Vous commencez le livre par cette matérialité du livre. Votre travail de plasticienne consiste aussi à beaucoup jouer avec les objets livres, avec les couvertures, à les détourner. D'où vient ce goût pour les livres ? Ça, je serais bien en peine de répondre. C'est un goût depuis l'enfance des histoires, des mots et une espèce de fascination pour ces vies potentielles, ces histoires potentielles. Et ce qui m'intéresse aussi dans le fait ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais en général, c'est de chercher un lien de complicité avec les autres et de chercher ce qui nous relie, justement. Et en tant qu'artiste et écrivain, j'ai souvent le sentiment d'être un être un peu bizarre et très différent. Et ce qui est miraculeux, et c'est le cas, je pense, quand on lit des histoires, on se reconnaît dans certains personnages, dans certaines situations. Et ce moment-là de reconnaissance ou de sourire commun, ou ce plaisir-là de la complicité, il est très fort. Et je pense qu'il y a une grande famille de passionnés d'histoire, de livres et de mots, et que c'est un vrai plaisir justement de chercher ce contact-là. Et quand finalement je parle de moi, et ça m'a coûté aussi pendant que j'écrivais, je me dis mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que je respire les livres, mais je me dis si je lisais ça de la part de quelqu'un, ça me plairait de le savoir.
Et donc c'est un truc assez universel, enfin universel pour ceux qui aiment les livres. Vous auriez pas dû me faire boire avant la rencontre, vous voyez, je cherche mes mots maintenant. Hervé Le Tellier, dans la préface, parle de déclaration d'amitié. Et c'est de cette notion d'amitié qui passe à travers les livres. Amitié avec les auteurs, les personnages, avec les autres lecteurs ou lectrices des livres. Parce qu'au fond, ces contacts dont vous parliez... C'est ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est de confronter son point de vue, parce qu'on n'a pas du tout on n'a pas la même appréhension du livre en fonction ni de son âge, ni de son humeur. Il y a des livres que j'adorais lire à 10 ans. Je me souviens qu'à 10 ans, j'étais fan de Arsène Lupin, Maurice Leblanc, je trouvais ça formidable, formidable. Et puis alors maintenant, je le lis, je trouve le style un peu daté, mais en fait, en fonction de son âge, en fonction de son... Et ce qui est intéressant, c'est justement de confronter ça avec d'autres lecteurs. Et c'est des vies potentielles. Je sais que je ne serai a priori jamais astronaute. Je ne serai jamais danseuse étoile. Il est trop tard pour être une jeune première. En revanche, je lis un livre et je me retrouve. Je peux être pirate un jour et je peux être... ou alors je peux me retrouver, un philosophe me raconte des choses. Je ne comprends pas toujours tout. Mais c'est une sorte d'amitié inépuisable en fait. Mais ça aurait pu être le cinéma pareil. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au livre ? Alors j'ai un problème avec le cinéma, ce qui est très embêtant. Notamment pour mes relations sociales, c'est très gênant. J'ai un rapport très... c'est très violent pour moi, les images. Très, très violent. J'ai pas d'image dans la tête. Et donc, le livre, il y a un rapport... Je sais pas. Pour moi, c'est une potentialité. La notion de potentialité qui se retrouve aussi dans l'Oulipo, c'est l'ouvreur de littérature potentielle. C'est tout ce qui est possible. Et ça, c'est quand même... je trouve ça assez formidable. Mais vous avez un problème avec les images, mais en fait, vous en fabriquez en permanence des images. Oui, c'est pas la moindre de mes contradictions. Oui, c'est vrai. Non, c'est des images en mouvement, en fait. Toutes les images que je fabrique, ce sont des images. C'est un truc que j'ai eu dans la tête. Et alors, je vois pas très bien, j'ai des lunettes. Et à un moment donné, il y a une espèce de fourche langue visuelle. Et je fabrique l'objet. Donc, ça donne des plaques émaillées licence poétique à la place de licence restaurant ou licence 4. Il y a un léger décalage. J'aime bien cette idée-là de léger décalage dans les choses. C'est toujours un rapport entre l'image et les mots. Et alors, il y a une préface d'un livre de Graham Greene qui m'a beaucoup marqué et qui, je trouve, se rapporte bien à ce que je fais. C'est Graham Greene, toute sa vie, a compilé ses rêves. Et sur son lit de mort, il a confié son cahier à son fils en lui demandant de le publier, cette sélection-là. Et ce livre s'appelle, en anglais, A World of My Own, un monde à soi. Et dans la préface, il dit que chacun a un monde à soi et personne ne pourra être témoin de ce qui s'y passe. Et c'est le monde des rêves. Et alors, on peut se croiser dans un de mes rêves, mais vous n'en aurez évidemment pas, vous ne serez pas témoin de ça. Et donc, il raconte ça. Et donc, c'est vrai que le motif du journal de rêve est quelque chose d'assez classique. Mais dans les images que je fais, je donne à voir quelque chose que j'ai eu dans la tête qui est un peu bizarre, ou un léger décalage, une sorte de strabisme sur l'existence. Et à travers ça, peut-être que je fais sourire, ou peut-être... En tout cas, je cherche de la complicité par rapport à ça. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez cette complicité, ces clins d'œil partagés en quelque sorte. Et c'est vrai que beaucoup des images que vous produisez, celles qui relèvent en particulier du détournement de couverture, et qui fonctionnent sur des connaissances communes, le sentiment d'appartenir au fond à une communauté qui est celle des lecteurs. Alors on pourrait dire il y a quelque chose d'excluant, ça marche sur... il faut connaître pour que ça marche, il faut un minimum... bon. Mais en fait, ce que vous cherchez en faisant fonctionner ce ressort, c'est l'inverse, c'est pas du tout l'exclusion, c'est au contraire le contact. Oui, j'ai horreur de... Je n'aime pas ce sentiment-là de découvrir une œuvre, un livre, une œuvre, de ne rien comprendre. Et comme ça, on se sent stupide, en fait. On se dit, j'ai pas les références. Ah mais non, mais je suis pas assez cultivée, j'ai pas les références. Alors qu'on peut pas avoir toutes les références. Et moi, j'aime bien l'idée qui est une utopie, parce qu'évidemment, ça s'adresse à un public averti, de gens qui connaissent un peu les livres ou un peu l'art, évidemment. Mais j'aimerais bien me dire que ma grand-mère pourrait voir ça et que ça lui plairait. C'est ça qui vous a conduit, par exemple, à... Je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'idée ou si vous avez été sollicité, mais toujours est-il que l'exposition existe, qui vous a conduit à montrer certaines de ces images dans la rue à Paris
sur un pont qui enjambe des voies de chemin de fer. Oui, c'est la Maison de la Poésie et la mairie de Paris qui m'ont proposé de faire ça, d'extraire des pages de deux de mes livres et de les mettre dans la rue. Ça m'a bien plu parce que c'est une forme d'exposition. C'est un peu particulier parce que les expositions, en général, quand j'expose dans une galerie ou que je prépare une installation, je travaille pendant 1 an de façon très très obsessionnelle. Là, c'était beaucoup plus léger. J'aimais bien l'idée que les gens, en se rendant au marché, pouvaient ou bien s'en ficher complètement et passer leur chemin, mais peut-être qu'à un moment donné, ils s'arrêtaient, que ça leur plaisait. C'est gratuit dans tous les sens du terme. Ça ne coûte rien et ça ne sert à rien. Puisque vous parlez d'exposition, je pense à une exposition dans l'exposition que vous avez conçue récemment pour l'exposition consacrée à Jean Giono qu'Emmanuel Lambert, écrivaine et commissaire d'exposition, a réalisé au Mucem il y a 2 ans maintenant. Vous avez imaginé une bibliothèque à l'intérieur de cette exposition. Oui, c'était un moment, c'était formidable parce que Emmanuel Lambert, donc écrivaine et commissaire d'exposition, m'a contactée en m'expliquant qu'elle préparait une exposition sur Giono et que Giono a passé toute sa vie à Manosque, dans sa maison, entouré de ses livres, et que ses livres étaient à la fois lui servaient de documentation, mais qu'il y avait aussi des romans d'aventure, des livres en latin. Enfin, c'était vraiment, il vivait au milieu de ses livres, et que pour elle, c'était absolument nécessaire de présenter cette bibliothèque. Pour des raisons, je ne sais pas, logistiques, en tous les cas, elle n'a pas eu le droit de déplacer la bibliothèque, et elle s'est dit, je vais faire une commande d'artiste, donc elle m'a sollicitée. Et je lui ai répondu que je ne connaissais pas du tout Giono. Giono, c'est trop dur pour moi, en tant que lectrice. Je déprime un peu, ça me secoue trop. Elle a dit, mais écoute, bon, va voir et tu verras, tu me diras. Donc je suis allée à Manosque et j'ai découvert cette bibliothèque. Je suis restée 2 jours, je me suis assise un peu en cachette. Maintenant, il y a prescription, je peux le dire. Je me suis assise dans le fauteuil de Giono, qui était un peu mise en scène, et j'ai lu des livres de sa bibliothèque. C'était magnifique. Et pour l'exposition, donc j'ai travaillé 1 an, et j'ai présenté des tableaux qui avaient inspiré Giono, des livres, des statuettes, des figurines. J'ai vraiment reconstitué un intérieur, une espèce de truc matriciel, je ne sais pas comment dire autrement, mais évidemment, quand on vit au milieu de ces livres, enfin ceux qui lisent savent ça, on est dans c'est son cocon, quoi. C'est un truc très très fort. Vous me disiez juste avant qu'on commence que d'ailleurs vous sortiez peu de votre cabane. C'est comme ça que vous vivez, entouré de... Ma caverne. Oui, c'est comme ça que je vis, ouais. Ouais, je sors très peu et j'ai pas de vie, c'est un peu, voilà, mais je vis au milieu des livres et j'en écris et je fais des images, mais enfin, comme beaucoup d'artistes et d'écrivains. Et l'idée d'avoir la possibilité, en l'occurrence avec Giono, mais de façon plus générale, soudainement d'habiter la librairie de quelqu'un d'autre, la bibliothèque pardon, de quelqu'un d'autre, c'est une sorte de fantasme. Vous me disiez aussi tout à l'heure qu'à chaque fois que vous rentrez chez quelqu'un, vous commencez d'abord par regarder la bibliothèque. Oui, c'est ça. Quelle est la première chose que vous regardez chez quelqu'un? C'est la bibliothèque. On va voir la bibliothèque. Ça dit beaucoup. La bibliothèque, il peut y avoir aussi des livres qui sont là, qu'on ne lira jamais, qui sont là pour faire chic, ou alors des livres qu'on aimerait lire, ou alors des livres qui sont là depuis l'enfance. Chaque bibliothèque aussi est classée à sa façon. Je trouve ça très intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur nos habitudes et sur nos manies. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'infraordinaire. Donc peut-être on parlera... Mais comment on classe sa bibliothèque? Alors les gens qui classent par couleur, par exemple, ça me rend dingue. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi les gens classent par couleur? C'est pas de la déco, enfin c'est pas possible. Bon, j'ai des amis qui classent par couleur. Alors la bibliothèque de Giono, c'était un moment magnifique, parce qu'il était mort depuis 40 ans, quelque chose comme ça. Et alors par exemple, j'ai un truc un peu dingue, on se fout de moi à cause de ça, c'est que quand je trouve dans un vide-grenier un livre que j'aime, je l'ai déjà en 3 exemplaires, mais c'est comme s'il m'appelait sur le stand. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Pour aller retrouver les 2 autres Je sais pas, mais je peux pas laisser un livre que j'aime comme ça abandonné, donc je l'achète. Donc j'ai en 3 ou 4 exemplaires je sais pas, les choses de Pérec, je l'ai en 3 ou 4 exemplaires. Et là, dans la bibliothèque de Giono, j'ai trouvé des livres que j'aimais en 3 ou 4 exemplaires. Je me suis dit, ah, il y en avait certains avec des marque-pages. Et j'ai ouvert, notamment, je me souviens, j'en parle dans Dehors la tempête, d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le journal de Samuel Pepys. Et il avait annoté les mêmes passages qui m'avaient marqué.
Et ce truc de reconnaissance avec un écrivain, mais un homme en fait, qui était mort il y a 40 ans, alors qu'on n'est pas de la même génération, il y a ce truc en commun, et ça, c'est bouleversant. Alors, il y a une chose qui... Vous vous arrêtez pas là, mais il y a une chose qui est importante pour vous, c'est les couvertures des livres. Vous jouez beaucoup avec les couvertures des livres. Oui. Et comment on fait, du coup, quand on fait un livre soi-même et qu'on décide de ce qu'on va mettre en couverture? Eh bien, je fais les couvertures moi-même. Je suis... ouais, je pense que je suis un cauchemar pour les éditeurs. Je suis très, très pointilleuse, obsessionnelle. J'ai un goût pour la typographie. En fait, je trouve la typographie, pour moi, est un langage. La forme du livre est un langage. La forme qu'ont les livres aujourd'hui, en France en tout cas, on connaît Massin, on sait que c'est lui qui a fait les folios, par exemple, tels qu'on les connaît. C'est vraiment un truc incroyable. Et certains livres, pour moi, existent sous la forme sous laquelle je les ai connus. Par exemple, L'écume des jours, pour moi, c'est l'édition de poche des années 90, parce que c'est comme ça que c'était quand je l'ai découvert. Entre-temps, la couverture a changé, il y a eu des films adaptés. Alors pour moi, c'est une hérésie totale, quoi. La couverture change, c'est pas possible. Et donc, je trouve que c'est aussi un truc de reconnaissance, de génération. On se souvient de la Bibliothèque Rose, on se souvient de... Je sais pas, la collection blanche évoque quelque chose. Et j'aime bien, c'est quelque chose de l'ordre de l'esthétique de la réception. Et si je vois de loin un roman avec une femme lascive, comme ça, avec une typo un peu outrageuse, j'imagine bien que c'est un roman policier. Voilà, j'imagine pas que c'est de la littérature. On reconnaît de loin les livres. Et peut-être qu'à l'intérieur, on va avoir une surprise. Mais la couverture dit déjà quelque chose. Jeunette en parle d'ailleurs. Voilà. Et ça me fait penser, j'en profite parce que je voudrais le citer, il y a un livre qui sort ces jours-ci à l'éditeur singulier de Jean-Christophe Napias, qui est un livre de tous les livres qu'il n'a pas acheté. C'est un vieil ami qui passe beaucoup de son temps à chiner des livres, notamment au marché d'Aligre, mais pas que. Et ces couvertures, je pense à ça en vous entendant parler des couvertures avec des personnages lascifs dessus, parce qu'il y en a souvent dans ce qu'il trouve. J'adore ce livre. Ce livre dont vous parlez, je l'ai commandé justement en fin d'année dernière. Et c'est extraordinaire. Alors j'ai une partie de ma bibliothèque avec des livres que je n'aurais pas dû acheter. Lui, on a fait un livre, il les a pas achetés, il a juste pris en photo, c'est très sage. Parce que moi, j'ai voilà, Comment parler chien, par exemple, ou Visiter l'URSS, Cuisinons ce solitaire, le sanglier. J'ai toute une partie totalement absurde de ma bibliothèque avec des livres comme ça. Bon, c'est pas des livres comme ça que vous avez prévu d'emporter sur l'île déserte. Hein. Non, Cuisinons ce solitaire, le sanglier sur une île déserte. Bon, c'est un peu trop conceptuel. Ça dépend de l'île. C'est vrai. Si c'est l'île, non, c'est pas une île dans laquelle se passe le dernier roman de Fanny Taillandier, ça aurait pu être utile comme livre de cuisine, mais bon. C'est vrai. Je vais revoir la liste. On commence avec cette liste, avec un mot que vous avez déjà utilisé plusieurs fois, l'infraordinaire. Oui, ben c'est mon obsession pour Georges Perec. Je ne suis pas à l'Oulipo pour rien. Et de Perec, en fait, ce ne sont pas tant ces romans qui m'ont marqué, qui ont été déterminants pour moi dans ma construction en tant qu'individu et qu'écrivain. Ce sont ces textes théoriques qui ont en fait été publiés après sa mort dans la collection La librairie du XXe et maintenant XXIe siècle au Seuil. Et notamment ce texte, alors il y a l'espèce d'espace et l'infraordinaire. Il y aura bientôt un inédit. Il paraît. Ça fait, bon, voilà, ça fait rêver. L'infraordinaire, donc ce texte-là, qui a ensuite qui a donné son titre à ce recueil-là de textes, qui est magnifique et qui parle justement de ça. Et ce qu'il dit, Perec, en substance, c'est... en fait, on ne commence à parler des choses que quand il y a un accident ou un drame. Alors, 5 colonnes à la une, alors un train déraille, sinon on n'entend pas parler. Et lui dit, mais ce qui dit beaucoup plus de notre humanité commune, c'est, voilà, interrogeons nos petites cuillères. Quels sont les gestes qu'on fait pour composer un numéro de téléphone, justement par exemple, comment on classe sa bibliothèque, quelles sont ces manies, ces choses-là qui n'ont aucun intérêt. Et précisément, ça dit quelque chose de notre humanité commune. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est un livre qui pourrait être précieux sur une île déserte en situation dans laquelle ces gestes-là acquièrent, j'imagine, une
encore plus d'importance. Mais je pense que j'ai choisi des livres que je pourrais relire à l'infini sans m'en lasser. Comme les enfants peuvent relire 50 fois de suite le même livre. Petit ours brun fait les courses, par exemple, sans se lasser. Bon, moi, j'ai un certain nombre de livres que je pourrais relire comme ça. C'est aussi pour ça que vous écrivez des livres pour enfants? Ah oui, absolument. C'est pour ça que j'écris des livres pour enfants. C'est la littérature pour moi la plus adressée qui soit. Parce qu'on écrit toujours en pensant... On a toujours un lecteur idéal dans la tête, on a un ami comme ça qui nous comprend, ou, imaginaire ou pas. Enfin, on s'adresse à quelqu'un. En général, ce lecteur n'existe pas, mais voilà, on écrit pour lui. Et c'est un peu abstrait. Quand on écrit des livres pour enfants, c'est vraiment extrêmement... On a une responsabilité, de mon point de vue. On construit un imaginaire, c'est de la littérature, et ce livre-là doit survivre à 20 lectures successives, sans que les parents s'ennuient non plus. Vous mentionniez évidemment l'Oulipo en parlant de Pérec. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir membre de l'Oulipo? Alors, c'est toujours une surprise pour moi. Je me demande bien comment j'ai fait pour arriver là. En fait, tout ce que je fais, je le structure avec des contraintes, avec des astuces, avec des choses cachées, comme des tiroirs à double fond dans les meubles anciens, comme des œufs de Pâques cachés dans le jardin, des clins d'œil, des choses, des manies, des obsessions. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, ça, c'est vraiment un principe oulipien. C'est-à-dire qu'on construit, c'est quelque chose pour soi, en fait, en tant qu'écrivain. On construit ses livres en s'imposant des contraintes. Le lecteur n'est pas obligé de le savoir, parce que si on commence à sentir la contrainte dans le livre qu'on lit, c'est très emmerdant. C'est « Regardez-moi jongler », ça c'est le titre d'un autre livre, mais c'est un truc un peu virtuose. « Regardez comme je suis intelligent, j'ai fait une contrainte très compliquée ». Non, on s'en fiche complètement. C'est vraiment pour soi. Donc j'ai toujours utilisé ça, et c'est vraiment le principe, c'est un truc, comme on dit, copyleft. Tout le monde peut utiliser des contraintes oulipiennes. Il se trouve que quand j'ai écrit Sans titre, j'ai voulu parler de l'Oulipo, et j'ai contacté Hervé Letellier pour savoir si l'Oulipo serait d'accord pour que je l'évoque, puisque c'était important pour moi. Ils m'ont invité au moment où j'ai sorti mon deuxième livre chez Grasset, qui était un livre construit à partir de ma collection de listes de courses. Et la contrainte d'écriture, j'avais pris la même contrainte qu'avait utilisé Pérec pour La vie mode d'emploi, qui est le parcours du cavalier. Enfin, à chaque fois que je parlais de ça aux gens, ils me disaient oui, Clémentine, oui, très bien. Un bicarré latin orthogonal d'ordre 10 avec un parcours, oui, très bien, très bien. Là, je suis arrivée à l'Oulipo, j'ai parlé de ça et tout le monde comprenait ce que je disais. C'est la première fois de ma vie, c'était un truc incroyable. Et j'ai montré mes listes de courses et tout le monde comprenait, c'était un truc, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était un shoot, quoi. C'était un truc, waouh! Et puis c'est tout, j'étais très contente de les avoir rencontrés. Et à ma grande surprise, quelques mois plus tard, ils m'ont demandé de les rejoindre, sachant que, historiquement, l'Oulipo est composé à la fois de mathématiciens, d'écrivains, de scientifiques. Alors moi, je suis un peu dyscalculique, je suis très bordélique. Je me dis, mais bon, c'est bizarre qu'ils me demandent de venir, mais bon, j'ai accepté. Je réponds, c'est un peu long comme réponse. La dimension du collectif, du groupe est importante. Vous insistez sur la singularité, chacun a ses obsessions, mais en même temps, l'envie de les confronter ou de les rapprocher de celles des autres. C'est formidable, il n'y a pas de hiérarchie à l'Oulipo. Et alors, la période veut qu'on parle aussi de ça, mais en tant que femme, en évoluant dans des métiers d'hommes, aux Beaux-Arts, j'étais prof aux Beaux-Arts ensuite, souvent il faut se bagarrer, souvent on rencontre des personnes plus âgées qui sont un peu paternalistes. À l'Oulipo, il n'y a absolument pas de ça. Et je me souviens, j'avais parlé d'un projet, je sais plus, j'avais fait un montage avec un ours qui était dermatologue, n'importe quoi, je reparle de trucs. Et tout le monde accepte ça avec une ouverture d'esprit incroyable. Et on en parle, très intéressant. Oui, donc un ours qui veut être dermatologue, très bien. Alors, bon, et donc voilà, je sais plus, j'avais demandé à Bernard Sacchellini, qui est membre de l'Oulipo, de me traduire en latin bouge ton boule, bébé. Comment c'était déjà? Clunes move carissime. Donc bon voilà, vous voyez le truc, c'est une émulation incroyable, et surtout ce sentiment-là que j'ai eu lors de la première réunion c'est dingue, tout le monde comprend, parce qu'il y a quand même un sentiment d'être un peu dingue.
de structurer les choses en permanence comme ça. Là, ils ont compris. Et voilà. Deuxième livre, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors ça, c'est le livre absolument fondateur. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux à 12 ans. Et je pense que si on le découvre plus tard, je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Pour moi, ça a été un choc, mais absolument fondateur. Ma mère, il y a quelques années, m'a dit dis donc, on était tolérants quand même, parce que d'autres gens seraient allés consulter un psy. Hein. Donc j'avais occulté les fenêtres de ma chambre avec du papier noir, j'avais prendu une branche de sapin que j'avais traînée comme ça. Je ne parlais qu'avec des citations de poèmes de Tolkien que j'ai lus, en fait. Et à partir de ça, j'ai décidé d'arrêter de lire des fictions. Et vraiment, j'ai arrêté à 13 ans. Je me suis dit, c'est fini pour moi, je ne rencontrerai plus un tel choc littéraire. Et donc, j'ai décidé, vraiment, j'ai pris la décision solennelle, j'ai brisé mes vœux par la suite, hein, d'arrêter de lire de la fiction. Pour lire quoi ? Pour lire Le Seigneur des Anneaux en boucle, comme ça, toute ma vie. Et puis, j'ai recommencé à lire en lisant de la poésie. La poésie, pour moi, c'était une façon autre c'était une autre forme de langage. D'où la sélection des livres de poésie dans le... Oui, on y reviendra. Mais pour rester un instant sur Tolkien, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous, cette œuvre, ce continent, son succès Le succès, je m'en fiche un peu parce que c'est un truc très égoïste. Hein. Pour moi, c'est un monde, c'est un monde complet. C'est-à-dire que Tolkien était universitaire, il était philologue, et il a inventé une langue qui est l'elfique. Et il s'est dit, une langue n'existe que si elle est parlée par des gens. Donc il a créé tout cet univers-là uniquement pour que cette langue, pour qu'un jour, quelqu'un dise « Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre » en elfique. Et à partir de là, mais c'est extraordinaire, parce que un peu, mais mes goûts, ça m'a amusé cette liste, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des accointances, il y a des liens, comme dans Moby Dick. À partir du moment où on commence à lire Le Seigneur des Anneaux, si un personnage s'assied sur le devant de sa porte, sur le pas de sa porte pour fumer une pipe, on a tout l'historique de la culture de l'herbe à pipe depuis, je ne sais quoi, on a toute la géographie, et il y a les langues, il y a la forme ancienne de cette langue telle qu'elle a été parlée. C'est un monde complet, mais complet. Et d'un point de vue quand on aime la langue, Tolkien, c'est un truc incroyable. Il se trouve que il n'a pas donné à ces personnages-là qui disaient une étoile brille sur l'heure de notre rencontre des existences moroses où les gens vont chez Super U parce qu'ils n'ont plus de sopalin. Ils ont une quête incroyable. Mais vraiment, fondamentalement, Tolkien, c'est du langage. Et c'est comme Maurice Leblanc, vous avez du mal à le relire aujourd'hui ou... Non, je le lis tous les ans. Le Seigneur des Anneaux, je le relis tous les ans. Je le relis tous les ans, ouais. Et vous n'avez pas vu les films ? J'ai vu les films, j'étais scandalisée quand j'avais 18 ans. Mais c'est pas possible. Parce que tout est suggéré chez Tolkien, et là, il se roule des pelles, c'est scandaleux. Enfin, il y a un truc complètement primaire. Des grands maniaques comme ça, je pense que les gens qui aiment vraiment une œuvre littéraire, quand elles sont adaptées au cinéma, ils sont choqués. Maintenant, je les revois avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vieilli. Vous avez déjà cité, mine de rien, comme ça, en passant le titre du prochain, Moby Dick, qui est l'objet d'une de vos couvertures peut-être les plus célèbres, Moby Dick. C'est ma meilleure, après je n'ai fait que décliner. Moby Dick, pour moi, pareil, c'est un livre fondateur, et comme pour Le Seigneur des Anneaux, en fait, Moby Dick commence par des citations dans toute la littérature, dans la Bible et dans les livres anciens, d'un passage qui évoque les cétacés et les baleines. Ça commence par des citations extraites de la littérature, puis il y a la définition de ce que c'est qu'une baleine. Donc on commence par là, et ensuite on peut commencer l'histoire. Et alors pour moi, Moby Dick, c'est la traduction approximative, semble-t-il, de Lucien Jacques, Jean Giono et Joan Smith, qui est une traduction comme Baudelaire a traduit Poe, qui est probablement très très interprétée. Mais par exemple, je m'appelle Ismaël, mettons. Magnifique. Donc après, il y a eu des débats entre traducteurs. En anglais, c'est Call me Ishmael. Donc ils ne pouvaient pas dire juste appelez-moi Ismaël. C'est comment on va traduire ça, c'est super intéressant. Et ensuite, il y a des longueurs incroyables. Il y a des moments d'action à la page 500. Sinon, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout.
Et de temps en temps, il y a des définitions et des digressions. J'adore. Je ne sais pas si je donne envie de le lire pour ceux qui ne l'auraient pas lu encore. Non, mais ça me donne envie de vous poser une question sur le rapport aux histoires. Parce qu'au fond, est-ce qu'elles sont absolument nécessaires, les histoires ? Il peut ne rien se passer. Il peut ne rien se passer. Pour moi, les histoires sont indispensables à ma survie, en fait. Parce que je pense que le réel est une construction. On s'imagine. Je suis assez sombre, fondamentalement. Et le seul moyen de survivre, c'est d'avoir des histoires et des mots et des choses un peu enthousiasmantes comme ça. Mais par exemple, Moby Dick, c'est parce qu'il ne se passe rien. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de naviguer un peu, faire du bateau. Le bateau, c'est assez contemplatif, en fait. On règle les voiles, il ne se passe rien. On peut être malade, mais... On peut être malade. Admettons qu'on ne soit pas malade, parce qu'on n'a pas trop le mal de mer en lisant Moby Dick, mais en fait, des fois, pour moi, c'est vraiment une expérience physique, métaphysique, de l'ordre de la navigation. Et c'est un temps long de lecture. On n'est pas dans un temps comme aujourd'hui, moi, j'aurais peur d'ennuyer les lecteurs, donc je fais des chapitres courts, il faut qu'il se passe des trucs, un truc de page-turner comme ça, je fais... Et soudain, il se passe un truc. Là, Moby Dick, non, il n'a pas du tout peur d'ennuyer le lecteur. Très, très décomplexé par rapport à ça. Ça veut dire que la lecture, c'est au fond une expérience. Et comme lecteur, il faut accepter d'entrer dans une temporalité qui va être différente, enfin de faire cette expérience. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une expérience au même titre que, disons, je pourrais comparer ça, c'est toujours mes métaphores, d'une métaphore culinaire. C'est un peu comme de la nourriture. On a besoin de manger, mais on a des expériences de nourriture. Alors, on peut manger un sandwich sur le pouce en gare de Saint-Pierre-des-Corps, par exemple. Ce ne sera pas la même expérience. Je cherche des trucs un peu extrêmes. Voilà. Grève des trains, on est à Saint-Pierre-des-Corps, on achète un sandwich lyophilisé. C'est pas la même expérience culinaire que je sais pas, aller à je sais pas quel restaurant, super restaurant gastronomique, ou alors, je sais pas, ou alors du pop-corn au cinéma. C'est un autre rapport et c'est des choses complémentaires. On serait très embêté de manger toute notre vie des sandwichs lyophilisés de Saint-Pierre-des-Corps, mais de temps en temps, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et la lecture, c'est pareil. Il y a des fois, on lit des choses un peu embêtantes. Il y a des fois, c'est des choses qui nous transportent, qui nous font rire, qui nous ennuient. C'est aussi intéressant de s'ennuyer quand on lit. Et voilà, tout ça, c'est des histoires, en fait. Vous lisez le journal aussi ? Je lis le journal sur mon téléphone. Et c'est quel type de lecture, ça, l'actualité sur le téléphone aujourd'hui, j'imagine en papier avant ? C'est vraiment pour m'informer. Je dis, tiens, que font les humains aujourd'hui ? Les humains font des trucs. Ah, voilà, je fais des choses comme ça. Dans ma caverne, au milieu de mes livres, comme ça. Donc là, sur l'île, il n'y a plus de journaux, de toute façon. Ou alors, on peut pas y avoir accès, ça capte pas. Vous avez apporté avec vous, sur cette île, un livre de Francis Ponge. Mais lequel ? Alors, je vous avais dit le parti pris des choses. Mais en fait, le livre qui pour moi été fondateur, j'ai découvert le parti pris des choses à 18 ans. Ça a été un truc incroyable. Toujours la même chose, en fait. Je parlais de l'infraordinaire tout à l'heure. Il y a les mots et l'infraordinaire. Et Francis Ponge, en fait, parle d'objets. Il en fait des poèmes. Et il va essayer de les dire avec les mots le plus juste possible, avec une espèce de radicalité d'épure, comme on peut parler d'épure pour un dessin. Et ce qui m'a vraiment très, très fort marqué, c'est ensuite j'ai lu les méthodes de Francis Ponge, où précisément il parle de sa méthode créative et où on voit la conception d'un poème au fur et à mesure. Et on le voit refaire et refaire. Et toujours pareil dans Francis Ponge, la première chose qu'il fait, c'est que avant le poème, il y a la définition du mot dans le littré. Donc la définition du dictionnaire. Comme dans Moby Dick, il y avait la définition, comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a l'explication. En fait, c'est une cartographie du monde. Le mot, voilà sa définition, et voilà le poème. Et alors, il y a des choses qui sont magnifiques. Et ce truc magnifique du poème, il ne s'explique pas, en fait. C'est comme une émotion devant, je ne sais pas, quelque chose... comment définir les émotions, c'est compliqué. La poésie, je trouve que ça touche au plus profond, vraiment, de soi. Sans que ce soit forcément cucu. Mais... Voilà, Francis Ponge qui parle du savon. Alors, dans les méthodes, il y a le verre d'eau. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre ?
c'est magnifique. Et il écrit, il raconte comme ça. Pourquoi il a écrit un poème sur le savon? Parce que pendant la guerre, il n'avait pas de savon et que ça lui manquait énormément. Et que ce contact de mousse lui manquait, alors que maintenant, on a du mal à imaginer ça. Mais cette façon de rendre, de magnifier des choses du quotidien, je trouve ça bouleversant et admirable. Vous disiez tout à l'heure que, après avoir décidé de ne plus lire de fiction, à l'exception du Seigneur des Anneaux, vous êtes revenu à la littérature par la poésie. Et c'était par quel auteur ou quels auteurs en particulier? Alors, j'avais un exemplaire chez mes parents très très défraîchi d'une anthologie de la poésie Segers, de Pierre Segers, très très abîmée, auquel je tiens beaucoup, très jaune. Et donc c'était une anthologie. Donc il y avait des poèmes de toutes les époques. J'ai découvert François Villon, qui parlait justement frères humains qui après nous vivaient, un truc. Voilà, et ça nous parlait à nous. Et c'était incroyable qu'un poète du Moyen-Âge me parle à moi, une adolescente je grandis au milieu des champs de betteraves, comme ça. Il me parlait, je comprenais. Ensuite, les cantilènes engelées de Boris Vian. Boris Vian, comme beaucoup d'adolescents, m'a beaucoup plu. Baudelaire, évidemment. Baudelaire pour les adolescents, alors là, on se drape dans un truc, ça va très très bien avec les âmes adolescentes. Donc voilà, non, mais vraiment sans... J'avais pas de maître pour la poésie. J'avais pas quelqu'un qui me dise voilà ce qu'il faut lire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est... j'ai lu complètement au pif et voilà, c'était une autre façon d'aborder les histoires, les mots et l'émotion provoquée par la lecture que des histoires. Et par quoi vous êtes revenu au roman après cette période, ces années adolescentes où la poésie et Tolkien occupaient vos heures de lecture? Plein d'autres choses. Après, je pense que ça a été Pérec, beaucoup. Pérec, et puis après, je me suis mise à lire normalement, c'est-à-dire n'importe quoi, en fait, tout ce qui me tombait sur la main, et à devenir de plus en plus exigeante, et à trouver que c'était pas possible d'avoir des tournures de phrases comme ça, puis un peu moins exigeante, puis à nouveau très enfin, voilà, une espèce de vie comme ça de lecteur lambda. Une vie ordinaire, aurait dit Georges Perros. C'est le prochain titre. Donc ça fait 2 ordinaires dans ma sélection de livres que j'emporte sur une île déserte. Je ne sais pas si la vie sur une île déserte serait ordinaire. Georges Perros, c'était vraiment une découverte majeure pour moi. Mais pareil, comment dire ce qu'il dit autrement que sous la forme de poème? Parce qu'il raconte des choses de rien, en fait, des ressentis, et qui comprend, voilà, surtout en fait une grande souffrance, mais des beaux moments aussi, des choses. Voilà, j'en parle pas bien, hein, mais une vie ordinaire de Perros, il y a des choses tellement incroyables, quoi. Et ça reste en tête comme des chansons peuvent rester en tête. Certains de ces poèmes-là. Comme ça peut nous accompagner, comme on peut fredonner un truc, il peut y avoir des poèmes de Perros qui surgissent, ou d'autres poètes d'ailleurs. Ça fait partie des livres que vous relisez aussi régulièrement? Oui, vraiment. Et c'est très simple, et c'est pareil, ce que j'aime beaucoup, en général, ce sont les écrits qui ne ressemblent pas à de la littérature, dans l'idée de choses qui doivent ressembler à la littérature. C'est-à-dire des grandes phrases et Pour moi, quelque chose qui est bien écrit, c'est juste quelque chose qui est écrit juste, exactement comme pour le dessin. Un dessin extrêmement... Ça peut être très réaliste, mais juste un trait juste, c'est la légende urbaine autour de la vague d'Hokusai, qui est racontée aussi pour le taureau de Picasso, qui s'entraîne comme ça pendant des jours à faire et puis après, c'est vraiment le trait juste. Pour moi, l'écriture, c'est ça doit être réduit, ça doit être à l'os, et voilà. Et donc Perros, ça ne ressemble pas à la poésie telle qu'on peut l'imaginer, avec des couchers de soleil radieux. C'est dans le papier collé qui disait... Il y a un proverbe breton qui dit que la poésie est plus forte que les 3 choses les plus fortes au monde. Le mal, c'était quoi déjà? Le mal et la tempête. Le mal, le feu et la tempête. La poésie est plus forte que ces choses-là. Je trouve ça assez juste.
Ça veut dire que tout ce que vous venez de dire sur cette épure, au fond, du geste, fait qu'on avait peu de chance de trouver le nom de Marcel Proust dans votre liste. Ah, mais Marcel Proust, il y a des choses incroyables. Je n'ai jamais relu la recherche, dans la mesure où je ne l'ai jamais lu. Mais j'ai lu des passages, il y a des choses... d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est autant galvaudé. C'est que des gens s'y sont reconnus. En fait, quand on dit maintenant la Madeleine de Proust est rentrée complètement dans le langage courant parce que une odeur, une sensation... Non, mais ça, c'est parce qu'on peut la trouver sur l'aire des manoirs du Perche, sur l'autoroute A11, avec un copyright. Je crois que vous avez lu mon livre, je vous félicite. Bah, en général. Oui, on peut acheter des fameuses Madeleines de Proust, marque déposée, sur des aires d'autoroute. Cette aire-là, au kilomètre 99 de la 11, elle est pas loin d'Illier-Combray. Hein, donc, oui, c'est pour ça. Ouais. En fait, je me suis arrêtée sur cette aire d'autoroute et je vois ces madeleines très très chères. Et à côté, il y avait des madeleines Saint-Michel aux œufs frais. Je dis, qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre les madeleines Saint-Michel et la fameuse Madeleine de Proust? Et je pense que c'est l'édifice immense du souvenir promis par Marcel Proust. Forcément. Il y avait des chocobons aussi. Je me suis demandé si des générations futures d'écrivains écriraient des textes sur des chocobons et sur ce que ça évoquait, de manger des Kinder comme ça, et de tout ce que ça évoque de manger un Kinder. Non, pardon, je digresse, ça n'a rien à voir. Non, mais si ça avait été des chocobéennes ou des biscuits Saint-Michel sur l'autoroute A11, c'est normal. On se dirige vers les fabriques de Nantes ou de Saint-Michel chef, mais bon, arrêtons là. La digression, reprenons la route de l'île déserte avec un volume assez lourd. Il fallait s'y attendre, vu la place que vous avez accordée déjà aux définitions, l'importance que vous accordez aux écrivains qui choisissent de partir de là, de partir des mots et de leurs définitions. Vous avez prévu d'amener sur cette île déserte un dictionnaire, et pas n'importe lequel, contrairement à Annette Messager qui, dans le même exercice, disait le dictionnaire, c'est-à-dire son dictionnaire, celui qui est là depuis toujours, avec elle. Mais vous, c'est le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. D'Alain Rey. La première chose, c'est le premier volume, enfin c'est pas un livre, c'est en 3 volumes, c'est le premier truc à prendre sur une île déserte, parce qu'en fait, c'est des heures de fun, comme ils disent au Québec. C'est extraordinaire. Et pas n'importe quel dictionnaire, parce qu'en fait, il se trouve que, comme beaucoup de gens, alors moi j'adorais, ça, on m'a dit un jour que c'était un peu éculé comme mythologie autour de l'écrivain, de dire quand j'étais enfant, j'adorais aller dans le dictionnaire. Mais enfin, c'est malheureux, mais c'est vrai. Moi, c'était l'universalis et j'allais chercher des définitions et en famille, on faisait ça. Donc, c'est un truc comme ça. Mais maintenant, évidemment, je vais chercher les définitions sur Internet, comme beaucoup de gens. Mais le dictionnaire historique de la langue française, c'est un bonheur de s'y perdre. C'est-à-dire que ce ne sont pas les définitions, c'est l'histoire du mot. Et alors, mais c'est magnifique. Par exemple, je sais pas, j'ai regardé hier et on l'ouvre au pif et on regarde. Alors, enfin, je fais ça. J'ai découvert que spatule, par exemple, vient du latin spatula, qui signifie épaule de porc. C'est vrai que l'omoplate a un peu une forme de spatule. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes en train de faire cuire des œufs, vous avez votre spatule, et vous pensez à l'étymologie. Une épaule de porc. Enfin, bon, je ne sais pas si c'était un bon exemple. Bon. Vous regardez l'histoire du mot patate, par exemple, qui vient de patata, importé par les marins portugais. Mais c'est incroyable. Et ça, enfin, voilà. À chaque histoire de mot, et c'est vraiment un voyage. C'est le premier livre, s'il n'y avait qu'un seul volume à prendre sur une île déserte, ce serait celui-là. Ah oui. Et pour ça, c'est bien d'avoir le livre en papier, de ne pas aller sur Internet, parce que l'intérêt d'un dictionnaire papier, c'est en arrivant à la définition de se perdre et de découvrir d'autres mots. C'est ce qu'on appelle la sérendipité que le web a du mal à organiser, en fait. Ah oui, je me souviens de ce mot, sérendipité. Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire. Ça a été à la mode il y a quelques années. C'est une espèce de... C'est un concept utilisé par un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton. Mais c'est par exemple le fait, quand on lit le journal, de tomber sur l'article d'à côté de celui qu'on voulait lire par hasard et de se dire que c'est bien de lire un journal et pas simplement un article qui se promène comme ça sur les réseaux. C'est vrai. Alors, c'est la même chose pour le dictionnaire. Et pour le dictionnaire historique de la langue française, qui a des versions réactualisées. Et Alain Rey est mort l'année dernière. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
Alors, du dictionnaire d'Alain Ray, on passe aux Grandes Blondes. Euh, c'est le titre d'un roman de Jean Echenoz qui a dû paraître, si ma mémoire est bonne, en 1997 ou 96, par là, milieu des années 90. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert Jean Echenoz et là, je suis. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai des expressions québécoises qui me viennent ce soir. Je suis tombée en amour pour Jean Echenoz. Mais alors, un truc. Cette écriture-là, et puis il y a de l'humour, il y a de l'esprit. Ce que j'aime beaucoup, justement par rapport au style dont je parlais, que tout ce qui peut ressembler à de la grande littérature, quand c'est trop joli, je me méfie. Il faut casser un peu. Et alors lui, il a ça, il a d'un seul coup des descriptions extraordinaires. Et il termine, il dit oui, les bougainvilliers exhalaient un parfum. Hein. Bref, c'était dimanche. Mais quel bonheur. Mais j'ai vraiment une sorte de sentiment de plénitude absolue quand je lis Jean Echenoz. Vraiment, c'est un truc, c'est un plaisir de lecture. Et puis, il a ce truc d'observer les personnages de l'extérieur qu'on retrouve aussi chez Manchette, chez Jean-Patrick Manchette. Donc il est un grand lecteur. C'est pas par hasard. On observe les personnages comme un spectateur, on n'est pas dans leur tête, donc on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Donc au lieu de dire il est anxieux, il dit son œil était agité d'un tic. Et donc le lecteur en déduit. Et cette place-là pour l'implicite et pour justement l'interprétation, je trouve qu'en tant que, en tant que lecteur, c'est vraiment très très important. On observe de l'extérieur. Et je ne suis pas une spécialiste de la littérature, moi j'ai fait les beaux-arts, je n'ai pas fait d'études de lettres, mais je pense qu'il y a ça chez des auteurs de polar américains aussi. Show not tell, c'est le truc, c'est... voilà, on dit pas il est nerveux, mais il fit tomber le verre, et ça crée une ambiance, c'est un truc comme ça qui se passe à la lecture et qui fonctionne bien sur moi en tout cas. Pour revenir à la première raison, en quelque sorte, la première justification d'Echenoz, celle qui vous amène à parler de son écriture et de la façon dont il peut casser une ambiance à la fin d'une phrase, par exemple. Ça me rappelle ce que vous disiez du clin d'œil avec le lecteur, de la connivence. Et certains ont pu dire que c'était une forme de postmodernité, au fond, dans la littérature. C'est-à-dire qu'on a les références, on peut faire comme... mais on n'est pas dupe, quoi, et on sait que le lecteur n'est pas dupe, et on crée cette connivence avec lui. C'est quelque chose qui me semble qu'on trouve dans votre travail avec les images aussi. Oui, certainement. En fait, en tant qu'écrivain, on est la somme de toutes les lectures qu'on a faites, et le lecteur lui-même connaît ces lectures-là en général. Et donc de jouer avec ces codes-là et de les casser en disant, voilà, c'est des espèces de petits clins d'œil. Par exemple, Echenoz fait un truc, donc on suit un personnage, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre, mais il dit personnellement, j'en ai vraiment marre de tel personnage. Et donc d'un seul coup, l'auteur, le narrateur intervient, il se met à parler. Oh, personnellement, j'en ai un petit peu marre. Il commence à me fatiguer. C'est génial. Je sais pas, au théâtre, on dit, je sais pas ça, le quatrième mur, il brise ça. Mais quelle invention. C'est vraiment très très difficile de parler de livres qu'on aime à part de faire c'est bien hein, quand même. Vous faites un peu plus que ça. Et donc ça veut dire que c'est un livre lisible, relisible, relisible, s'il prend la direction de l'île déserte, celui-là oui, aussi. Oui, parce qu'il y a toujours des choses... C'est comme dans certains films, on parlait des films, je sais pas, un film de Wes Anderson, on peut le regarder 50 fois et redécouvrir un petit clin d'œil caché. Ce que j'aime bien, ça, c'est... Ça me surprend pas que vous soyez admiratrice du travail de Wes Anderson. J'adore. Et puis alors, il y a un soin apporté à la typographie. Mais j'aime bien que tout ne soit pas donné d'un coup. J'ai horreur qu'on me donne tous les éléments. En fait, j'ai horreur qu'on me prenne pour une idiote et j'ai horreur de prendre le lecteur pour un idiot. Et ce qui est agréable, c'est de temps en temps, on met un truc très obscur et peut-être qu'il y a une personne qui comprendra ça. Cette personne-là sera heureuse d'avoir saisi le clin d'œil. Et si on la saisit pas, c'est pas grave, on se sent pas idiot. Mais il y a des choses comme ça. Et je trouve qu'il y a des livres qui sont très agréables à relire. Et finalement, l'intrigue, l'histoire, c'est pas grave si on la connaît. On redécouvre des petits plaisirs de la langue. Mais peut-être qu'il faut être une vraie autrice de livres pour enfants pour être contre l'infantilisation comme vous l'êtes. Je sais pas. J'ai horreur, mais c'est pareil pour les enfants encore plus. Je déteste.
des fois, je dis, je suis autrice de livres pour enfants. Oh, tu écris des livres pour les enfants. Alors là, mais ça m'énerve, mais alors un truc. Pour moi, c'est vraiment de la littérature. Et puis alors, c'est un truc encore plus difficile que pour les adultes. C'est plus difficile parce que... C'est plus difficile et c'est plus facile en même temps en tant qu'auteur. Parce que, en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des choses qui sont... Il y a des mots qui sont trop usés. Il y a des formes qui sont trop employées. Donc c'est quelque chose, c'est un plaisir d'esthète plus particulier. Voilà, pour en revenir à la métaphore culinaire, pour les adultes, on ferait un gâteau un peu subtil au yuzu en forme de machin. Pour les enfants, il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients de joie qui sont, admettons, le chocolat, le beurre et des Smarties. Eh ben, on peut les employer. Et ces ingrédients sont le plaisir de la reconnaissance, la répétition. Et puis alors, moi, je fais des fois, je fais des espèces de Victor Hugo sous cocaïne, quoi, dans mes livres. C'est ultra lyrique. J'oserais jamais faire ça pour les adultes. Mais là, c'est un plaisir. Et on est, je sais pas, c'est Belmondo, quoi. Toc, toc, badaboum. Et on est content, quoi. Enfin, vous voyez, un truc, on est content. C'est le but, quand même. Oui. Un roman... un roman, je sais pas comment dire, classique, c'est un peu le seul de son genre dans votre liste, Jane Austen, Orgueil et préjudice. Orgueil et préjugés, j'étais embêtée parce que en fait, je me suis rendu compte que ma liste des 10 livres fondateurs, il n'y avait que des auteurs hommes. Je me suis dit, oh non, la honte, c'est embêtant quand même. Puis en même temps, il y a beaucoup d'autrices que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup aimé les livres, mais ce ne sont pas des livres fondateurs que j'ai lus plus jeunes ou de trucs un peu... voilà. Et donc, c'est un peu nul comme raison pour qu'elle soit là, parce qu'en fait, il se trouve que c'est par ce biais de pensée-là que j'ai pensé à Jane Austen, mais alors c'est formidable. C'est d'un humour incroyable, c'est d'une modernité incroyable, et puis alors c'est un roman tellement romantique, mais ça fait fond. Mais alors là, les comédies romantiques américaines, d'ailleurs ça a été adapté plusieurs fois au cinéma, mais tout le monde peut aller se rhabiller, hein. Kate Winslet avec les trucs, les voyages, les machins. Alors là, mais c'est un truc ultra romantique. Et ce que j'aime bien aussi, alors déjà la langue, l'humour incroyable, l'esprit qu'il y a, le second degré, et puis ce sont des situations qu'on ne peut absolument pas comprendre aujourd'hui. C'est vraiment une distance avec nous. Par exemple, ils ne peuvent absolument jamais être seuls ensemble. L'héroïne et Darcy, ils ne peuvent pas être ensemble. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Ça, c'est très très mal vu. Et comment on peut comprendre ça de notre point de vue du 21e siècle? Ça, j'aime bien retrouver des choses comme ça, complètement étrangères. C'est comme de lire les notes de chevet de Seisho Nagon, écrites au Japon au 11e siècle. Elle écrit oh là là, quelqu'un est arrivé habillé en rouge à la cour, c'était horrible. D'accord, très bien, ok. Ou alors, je sais plus, alors il y a des choses qui se font pas du tout. Et ça, c'est une espèce de couche de science-fiction, mais une science-fiction qui a existé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu mettre Philippe Cadic, j'aurais dû mettre Philippe Cadic dans cette liste-là, parce que Philippe Cadic, c'est ça, on se retrouve plongé dans un truc qui ne nous explique pas. C'est le déclic de l'orgue d'humeur qui réveilla Descartes, et on ne sait pas ce que c'est que l'orgue d'humeur, mais Jane Austen, il y a un peu du Philippe Cadic dedans. Ça va très loin ce que je raconte là. Arrêtez-moi tout de suite. C'est osé, mais alors, vous parliez de langue tout à l'heure, mais ça vous arrive de lire dans d'autres langues, à part la langue de Tolkien, mais dans d'autres langues, en langue originale, ou c'est des expériences, même si c'est des lectures un peu plus lentes, mais justement pour le plaisir de découvrir. Oui, non, je relis Le Seigneur des Anneaux en anglais parce que je suis trop maniaque pour la traduction. Moby Dick. Et puis, j'avais lu Harry Potter à l'époque où c'était pas encore sorti en France parce que j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Sinon, non, pas tellement. Pas tellement. J'aime bien en revanche les livres, c'est pas par exemple les recueils de poèmes bilingues. Ça arrive souvent dans la collection Poésie Gallimard. Il y a les deux et c'est intéressant de voir, même si on comprend pas forcément bien la langue. Par exemple, je pense à Rilke. Je sais pas, les lettres à un jeune poète. J'aime bien cet aller-retour-là. Et c'est intéressant d'avoir une édition bilingue pour cette raison-là. Ou l'ancien français, par exemple. Je sais pas, Chrétien de Troyes,
c'est pas une langue étrangère, mais enfin, c'est de l'ancien français, donc c'est pareil, de faire l'aller-retour entre le français moderne et le français ancien. Alors, comme ça s'est produit à plusieurs reprises, le nom du prochain auteur et du dernier auteur, vous l'avez déjà prononcé, mais c'est le signe qu'il y a des échos et des résonances dans cette liste, vous le disiez tout à l'heure, au-delà de son caractère très éclectique. Fatal, de Jean-Patrick Manchette. Ouais, Fatal, parce que Jean-Patrick Manchette, il y a un truc, il y a une langue incroyable. Avec le même genre de plaisir que chez Schnoz, ce lien de complicité avec le lecteur, ce regard extérieur, et puis un truc vraiment hyper fort. Il était très engagé politiquement, Manchette. Sa correspondance est formidable aussi à lire. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le polar. Je lis, j'adore, je lis. J'avais envie de mettre un roman policier là-dedans. Alors je relis régulièrement Maigret, tous les Maigret, Simenon. Mais non, mais si. Mais si, mais non. Mais si, et je les relis régulièrement parce que dès que j'ai fini, j'ai complètement oublié ce que ça racontait. Complètement. Donc je peux le relire 6 mois après, j'ai complètement oublié. Aucun souvenir. J'adore lire ça, c'est un bonheur. C'est une espèce de, je sais pas, dans Vendredi ou La vie sauvage de Tournier, il y a un moment donné, il y a la soue, vous savez. Vendredi, il y a une espèce de marécage avec des miasmes comme ça. Il s'enfonce dedans et puis en fait, il est un peu drogué comme ça. Il dit, il faut absolument que je sorte de là, je vais me noyer. Mais en fait, il retourne là-dedans. Moi, je pense à la soue. À chaque fois, il y a des lectures comme ça, doudou. Et alors, des polars, Maigret. En ce moment, je suis à fond dans Peter Chenet. La môme vert de gris, des choses comme ça. J'adore. C'est un plaisir. Et c'est des codes. C'est le même plaisir en tant qu'adulte que le plaisir de la reconnaissance des livres pour enfants. Ce sont des codes. On a plaisir à reconnaître ça. Comme on a plaisir à chanter en même temps qu'une chanson qu'on aime bien, on connaît par cœur, on la chante, on connaît le refrain. Il y a un truc d'élan comme ça, de vrai plaisir, de reconnaissance. Et il y a ça j'ai lu pas mal de policiers. J'ai lu des Henning Mankell, j'aimais bien les Connelly aussi, des romans américains. Mais Manchette, pour moi, c'est de la... Je ne veux pas hiérarchiser. Pour moi, c'est de la littérature, vraiment de la grande littérature. Une dernière question, Clémentine Mélois. Dans votre liste, il n'y a pas de livre d'images du tout. Ça veut dire que sur votre île déserte, les seules images que vous aurez autour de vous, ce sont les couvertures des livres. On y revient. C'est vrai. Non, j'avais mis dans la liste Le Bon Gros Géant de Roald Dahl. Ah, je l'ai raté. Vous l'avez raté? Ah oui, c'est important quand même. Ben, évidemment. Et Roald Dahl j'ai complètement raté. Et historiquement par Quentin Blake, qui est quand même formidable aussi. J'ai un seul oui, donc on pourrait dire Roald Dahl et Quentin Blake en fait. Roald Dahl et Quentin Blake, mais alors là, par exemple, Roald Dahl, parce que pour moi, la littérature jeunesse, c'est de la littérature. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis invitée dans un festival, on met la liste des livres pour adultes que j'ai écrits et les livres pour enfants n'apparaissent pas. C'est une espèce de truc un peu, je sais pas si on... Et si vous aviez écrit des romans noirs, ils seraient encore ou des romans érotiques, oui. ou de la science-fiction. C'est honteux, on n'en parle pas. Il y a il y a comme des acteurs avec des photos de nus qui traînent sur Internet. Il paraît qu'elle a écrit des livres pour enfants. Mais... Et donc pas d'image, non. Pas d'image. J'ai pas d'image dans la tête, j'ai que des mots. Parce que vous seriez capable de les produire, même en dessinant sur le sable, peut-être, sur cette île, s'il n'y a pas d'ordinateur. Mais... C'est vraiment, en fait, c'est vraiment les mots, je trouve, le monde est un algorithme de mots. On échange avec des mots, on fonctionne. C'est terrible à dire, j'ai l'impression de ne pas tellement avoir besoin d'images. Mais moi, je dis ça là ce soir, mais je vais changer d'avis demain. Alors, il est temps qu'on arrête. Merci beaucoup, Clémentine Mélois. Merci.